Bonjour. Alors oui, je sais, la dernière vidéo était déjà sur un jeu From Software. Mais vous savez, les jeux From Software, c'est... C'est comme la drogue, quand tu commences, t'as envie d'en prendre d'autres. Non, bon ok, plus sérieusement, en fait, au moment où j'étais en train de travailler sur la vidéo sur Sekiro, il y a un moment où je m'étais penché sur le développement de ce dernier, et... je me suis un peu perdu. Et j'ai commencé à m'intéresser à celui des autres jeux de From Software. Et bon, quand je suis tombé sur celui de Bloodborne, je me suis dit, attends, mais il y a peut-être de quoi faire un épisode de rétrospective/analyse. Pour ceux qui seraient nouveaux sur ma chaîne, rétrospective/analyse, c'est un format que j'ai lancé en même temps que ma chaîne, et où je parle du développement, des qualités et des défauts d'une saga de jeux. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de me concentrer uniquement sur un seul jeu, donc chers amis, installez-vous bien, car on va parler de Bloodborne. Bon déjà, avant de parler de Bloodborne, il faut qu'on revienne un peu en arrière et qu'on parle de quelqu'un de très important dans la création de ce dernier. Cette personne, vous l'aurez sûrement deviné, c'est Hidetaka Miyazaki. Mais disclaimer, je vous rassure, on va pas rentrer dans les détails. Déjà parce qu'il existe des tas de vidéos qui retracent l'histoire de Miyazaki et de From Software, et que dans cette vidéo, je vais surtout m'attarder sur tout ce qui touche à Bloodborne. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, Hidetaka Miyazaki est un game director japonais que vous connaissez tous pour avoir dirigé les jeux qui font que From Software sont ce qu'ils sont aujourd'hui. D'après la légende, ce dernier aurait dû rester un simple comptable chez Oracle Corporation, mais un jour, en 2001, un ami à lui fait découvrir un jeu qui a bouleversé sa vie. Si vous avez vu ma vidéo sur Fumito Ueda, vous le savez, ce jeu c'est Ico. Ico a été une révélation dans la vie de Miyazaki. Un tel choc que ce dernier décide à 29 ans de tout plaquer pour aller faire des jeux vidéo. Ça a été un tel choc que lui aussi avait envie de créer des jeux à son tour. Quelques années plus tard et plusieurs refus, il finit enfin par être embauché en 2004 chez From Software. À l'époque, le studio est surtout connu pour la saga des Kingsfield et Armored Core. D'ailleurs, quand Miyazaki arrive chez From Software, il est embauché en tant que planificateur sur Armored Core Last Raven. Très satisfait par le travail de Miyazaki et son investissement dans le studio, les dirigeants décident de lui accorder une promotion, et ce dernier est promu au poste de Game Director sur Armored Core 4 et Force Answer. À ce moment-là, Miyazaki est très satisfait de son travail, mais il n'a pas encore eu l'opportunité d'exprimer les idées qu'il avait en tête. Mais heureusement pour lui, l'opportunité qu'il espérait était sur le point d'arriver. Un jour, Miyazaki entend parler d'un prototype de jeu de fantasy exclusif à la PS3 qui serait sur le point d'être annulé dans le studio. En entendant ça, Miyazaki se dit qu'il peut peut-être reprendre le projet et mettre en place toutes les idées qu'il avait en tête. Et puis bon, de toute façon, personne ne croyait en ce projet, donc s'il échouait, personne ne lui en tiendrait rigueur. Ce jeu, vous l'aurez deviné, c'est Demon's Souls. Demon's Souls, dans une certaine mesure, c'est un peu un prototype des jeux de Miyazaki. C'est un jeu qui instaure beaucoup de choses qu'on reverra et seront peaufinées dans ses autres jeux, comme les systèmes de combat, les mécaniques d'RPG, une narration cryptique et évidemment des boss exigeants. Malgré ses défauts, personnellement, Demon's Souls, c'est un jeu que j'aime bien, et d'ailleurs il est pas impossible qu'on en parle un jour. Mais pour l'heure, sachez que si aujourd'hui Demon's Souls est considéré comme étant le père de tout un sous-genre du RPG, à l'époque de sa sortie, c'était pas le cas. D'ailleurs, la sortie de Demon's Souls était assez compliquée. Malgré des retours positifs de la presse et du peu de gens qui y ont joué, Demon's Souls ne s'est pas très bien vendu. Sur le long terme, il s'en sortira, notamment grâce au bouche à oreille de la communauté du jeu, mais à vrai dire, cet échec n'est pas très étonnant avec du recul. Comme je l'avais dit plus tôt, Demon's Souls était une exclusivité PS3, et il se trouve que Sony, ils croyaient pas du tout au projet. D'ailleurs, c'est vous dire, ils ne croiront tellement pas au projet qu'ils ne se chargeront même pas de la distribution hors du Japon. C'est Atlus qui s'est chargé de la distribution en Amérique, et en Europe, c'est Bandai Namco. Et d'ailleurs, c'est justement avec Bandai Namco que From Software continueront leur chemin. En fait, malgré les ventes décevantes, Bandai Namco voyait du potentiel chez From Software, et aussi ils voulaient leur Demon's Souls, en quelque sorte. Mais les droits de Demon's Souls appartenant à Sony, ces derniers ont décidé alors de créer un nouveau jeu qui serait un peu comme une sorte de suite spirituelle à Demon's Souls. Pour cette recette, reprenez le système de combat et les mécaniques de Demon's Souls en les peaufinant, remplacez les mondes séparés par un monde interconnecté avec des zones labyrinthiques, ajoutez des musiques et des boss légendaires, mélangez le tout et paf, ça fait l'un des jeux les plus influents des années 2010, plus connu sous le nom de... J'ai peur, mon cœur tremble, les pieds tremblent. Quand le premier Dark Souls sort, contrairement à Demon's Souls, c'est un succès quasiment instantané. Le jeu se vend très bien, l'accueil de la presse et du public est positif, et Miyazaki et From Software sont mis sur le devant de la scène. Et justement, tout ça nous conduit enfin à Bloodborne. 2012. En été de cette même année, From Software était en train de terminer le DLC de Dark Souls 1. Mais c'est aussi à cette période que Sony revient voir From Software et leur propose de retenter une collaboration. En fait, après avoir vu le succès de Dark Souls et avoir constaté que Demon's Souls s'était bien vendu sur le long terme, Sony s'est rendu compte que les expériences radicales de From Software pouvaient marcher commercialement,
et qu'ils avaient une fanbase solide, qui faisait beaucoup de bouche à oreille. N'étant pas rancunier, From Software accepte d'à nouveau collaborer avec Sony, mais à 2 conditions. La première, c'était qu'ils ne voulaient pas faire de suite à Demon's Souls. Sony n'avait jamais demandé une suite, mais il tenait à être clair avec eux dès le départ, et le jeu qu'ils développeraient reprendrait certes beaucoup de choses de Dark Souls, mais en soi, ce serait une nouvelle licence. Et la seconde condition, ce serait que le jeu ne sorte pas sur PS3, mais sur la future PS4. Après avoir entendu leurs conditions, Sony accepte totalement, et d'ailleurs ça les arrangeait bien. Ça les arrangeait bien parce que d'un côté ça leur faisait une nouvelle licence exclusive à leur catalogue, et de l'autre parce qu'ils avaient l'opportunité d'en faire un titre majeur pour l'année qui suivrait le lancement de la PS4, tout en aidant From Software, et c'est comme ça qu'a commencé le développement de ce qui allait devenir Bloodborne. Suite à cela, From Software et Sony voient les choses en grand. From Software engage beaucoup de nouvelles personnes et divise le studio en deux. D'un côté, il y aurait une équipe qui se chargerait de Dark Souls 2 pour le compte de Bandai Namco, et de l'autre, l'équipe de Miyazaki qui s'occuperait de Project Beast, le nom de code de Bloodborne. Sony, quant à eux, ont mis à disposition plusieurs de leurs studios internes, basés au Japon, en Chine et à Taïwan. Ces derniers se chargeront essentiellement d'apporter de l'aide en matière graphique et esthétique. Jusqu'à présent, c'était la plus grande équipe qu'avait eu à gérer Hidetaka Miyazaki. Mais loin de se laisser abattre par la pression, ce dernier avait une vision relativement claire de là où il voulait aller. Déjà, pour ce qui est du gameplay, s'il a évidemment repris beaucoup de choses de Dark Souls et Demon's Souls sur lesquelles je reviendrai plus tard, il voulait aussi et surtout rendre le système de combat beaucoup plus dynamique et agressif. Il voulait qu'on ait l'impression de se battre pour sa vie, ou du moins plus que d'habitude. Pour ce faire, lui et son équipe ont décidé de supprimer le poids des tenues et des armes, afin de faciliter les déplacements, et ils ont rajouté un dash, afin de favoriser l'esquive, et dans la même idée, ils ont supprimé les boucliers et les ont remplacés par des armes à feu. Plus tard dans le développement, ils ont aussi créé d'autres mécaniques uniques à Bloodborne, mais là je les aborderai plus tard. Pour ce qui est du monde du jeu, Miyazaki ne voulait pas que le jeu se déroule dans un univers de dark fantasy, mais Lovecraftien. L'œuvre de H.P. Lovecraft est sans doute l'influence la plus marquée de Bloodborne, sur le plan visuel et narratif. Narrativement, Miyazaki s'inspira de la manière qu'a Lovecraft de mettre en scène ses histoires et leur structure. Il reprendra aussi des thèmes majeurs comme la peur de l'inconnu, mais heureusement en mettant de côté tout l'aspect xénophobe qui peuple l'œuvre de Lovecraft. Visuellement, l'œuvre de Lovecraft servira aussi d'inspiration pour les différents ennemis et boss du jeu. L'idée étant d'en faire des créatures indescriptibles qui défient la raison. Mais à ce niveau, on peut aussi retrouver des références habituelles à Berserk, ce qui n'est pas étonnant de la part de Miyazaki, qui est un grand fan du manga. Mais pour ce qui est du reste du monde, Miyazaki voulait surtout s'inspirer de l'architecture gothique et victorienne. D'ailleurs, c'est en partie pour ça qu'il voulait que le jeu soit destiné à la PS4, car là il avait les moyens de réaliser des décors beaucoup plus complexes et détaillés que sur PS3. D'ailleurs, les tenues des personnages ont aussi le droit à un soin du détail, notamment sur les textures, et ces dernières sont aussi inspirées par les tenues de l'époque victorienne, avec néanmoins aussi quelques inspirations discrètes du Dracula de Francis Ford Coppola et du Pacte des loups de Christophe Gans. Juin 2014. C'est à l'E3 de cette année-là que Bloodborne est dévoilé au public et annonce sa date de sortie pour l'année 2015. Entre-temps, Hidetaka Miyazaki a été promu président de From Software, mais continue de diriger le développement. Les derniers mois du développement ont avant tout servi à peaufiner le jeu, le débugger et essayer d'atteindre un framerate plus ou moins stable. C'est après 2 ans et demi de développement que Bloodborne sort enfin le 25 mars 2015 sur PS4 dans le monde entier. Et c'est un succès unanime. Malgré la réputation de jeu difficile qui entourait les jeux de From Software à ce moment-là, l'accueil de la part de la presse et du public était globalement très bon. Commercialement, le jeu se vendra à 1 million d'exemplaires en un mois, et aujourd'hui avec les récents leaks de Sony, on a appris que le jeu avait dépassé les 7,4 millions de ventes. Par la suite, on a eu le droit à un excellent DLC du nom de The Old Hunters, sorti en fin d'année 2015, et c'est tout. La suite, vous la connaissez. From Software continue leur ascension avec Dark Souls 3, Sekiro et Elden Ring, qui fut un peu leur couronnement. Et quant à Bloodborne, ce dernier a récemment fêté son 9e anniversaire, et il est encore aujourd'hui considéré comme étant une des meilleures exclusivités de la PS4. D'ailleurs, il est régulièrement cité comme étant le jeu préféré des fans de From Software, et d'ailleurs, beaucoup de fans continuent d'espérer une suite. Même s'il y a peu de chances que ça arrive un jour, voyons le côté positif des choses, au moins on a eu Bloodborne. Et c'est déjà très bien. D'ailleurs, 9 ans après, qu'est-ce que ça vaut ? Bloodborne se déroule dans la ville de Yharnam, une ville qui visuellement ferait rêver n'importe quel fan d'architecture gothique et victorienne, mais qui dans notre cas, et surtout celui du chasseur qu'on incarne, posséderait une clinique qui habiterait un remède miracle, du nom de sang ancien, capable de régler nos petits problèmes de sang. Une fois arrivé là-bas, on signe un contrat plus que douteux et on nous fait une perfusion de sang ancien, avant de taper notre meilleure sieste. À notre réveil, on constate 2 choses. Premièrement, tous les habitants semblent avoir pété un plomb et s'être changés en monstres. Et deuxièmement, la perfusion qu'on nous a administrée n'a pas seulement réglé nos problèmes de santé, ça nous a aussi rendus immortels. Ce qui dans notre cas est plus proche d'un cauchemar que d'un rêve. Plus tard dans le jeu, on apprend que ce serait ce même sang ancien qui aurait fait péter les plombs aux habitants, et que l'église du remède, celle-là même qui fournit ce sang, aurait aussi découvert l'existence de dieux cosmiques, et les gens de l'église ont cherché à élever leur conscience au même niveau. Ce qui, vous vous en doutez, les a tous rendus fous et difformes. Et je vais m'arrêter là.
Je l'avais déjà expliqué dans ma vidéo sur Sekiro, mais les histoires des jeux From Software sont racontées de manière cryptique. Et si vous voulez comprendre ce qu'il se passe, il faudra que vous vous intéressiez au lore du jeu. Et là encore, comme dit dans ma vidéo sur Sekiro, plus que ça soit Sekiro ou les autres jeux From Software, ou même de manière générale, j'en ai rien à foutre du lore. En revanche, à défaut de m'intéresser à son lore, la première chose qui m'a intrigué avec Bloodborne, c'est son incroyable direction artistique. Bordel, qu'est-ce que c'est beau! Que ça soit l'architecture des lieux, les tenues des personnages, les ennemis et les boss, on sent les diverses inspirations que je citais précédemment, le pacte des loups, Lovecraft, l'architecture gothique, etc. Les ennemis sont aussi beaux que hideux et entre leur agressivité constante et les lieux où ils se trouvent, le tout forme une ambiance assez folle. D'ailleurs, un autre point qui contribue à l'ambiance, la musique. Alors n'étant pas connaisseur, je vais rapidement passer sur ce point, mais comme dit, la musique de Bloodborne contribue énormément à son ambiance, tantôt inquiétante, tantôt épique. Elle apporte quelque chose d'indispensable à cette ambiance, et les différents compositeurs qui ont travaillé dessus ont globalement fait du super boulot. Mention spéciale à la musique du combat contre Ludwig, qui est incroyablement épique, et aussi celle contre Gehrman, qui pour le coup est assez mélancolique. Ce qui crée un certain décalage avec ce qui est censé être le combat final du jeu, mais cela fait aussi écho au combat final du premier Dark Souls. D'ailleurs, en parlant de Dark Souls, pour ce qui est du gameplay, Bloodborne reprend beaucoup de choses instaurées par Demon's Souls et Dark Souls. Déjà, il y a tout ce qui touche à l'aspect RPG, on peut personnaliser nos tenues et nos armes à la différence qu'elles n'affectent pas le poids de notre personnage. Vous pouvez aussi équiper des runes qui vous donnent un petit avantage en plus, comme par exemple augmenter au point de vie maximum de 5%. Dans le hub du jeu, le rêve du chasseur, vous pouvez dépenser votre argent auprès d'une dame pour améliorer vos attributs, comme la vie, l'endurance, la force, etc. Toujours dans le hub, vous pouvez aussi dépenser votre argent auprès de marchands pour acheter des objets, ou pour réparer vos armes et les améliorer avec les objets adéquats. Pour ce qui est du level design, là encore vous avancez dans un monde avec plusieurs zones labyrinthiques reliées entre elles, mais avec une structure relativement linéaire. Et au fur et à mesure qu'on progresse dans la zone, on débloque des raccourcis et à la fin de la zone, il y a un boss à vaincre pour avancer. Et si vous mourrez contre le boss et que vous avez débloqué les raccourcis, vous pourrez revenir bien plus facilement vers lui depuis le checkpoint. Jusqu'ici c'est des choses qui étaient déjà dans les précédents jeux de Miyazaki et qui étaient déjà bien faites. Mais je vous rassure, il n'y a pas qu'au niveau de la direction artistique que Bloodborne se différencie. En fait, là où Bloodborne se différencie, c'est sur plusieurs mécaniques uniques à ce dernier, qui au premier abord paraît minime, mais qui en vrai ont un impact sur tout le jeu, et le différencient énormément des autres jeux du studio, surtout au niveau des combats. Mais avant d'aborder le combat, j'aimerais revenir sur deux petits changements liés au checkpoint et à nos potions de soins. Le premier changement qui concerne les checkpoints, c'est que contrairement aux autres jeux de From Software, il est impossible de se reposer à un checkpoint pour restaurer notre vie et nos potions de soins, ou de se téléporter à un autre checkpoint. Ici, les lanternes ne servent qu'à voyager au hub du jeu et à marquer un point de progression. Pour le coup, c'est un changement que je comprends pas. Parce que non seulement c'est moins pratique que dans les autres jeux du studio, mais en plus, ça fait qu'on est obligé de se farcir 2 temps de chargement pour aller à un endroit, ce qui nous fait perdre du temps pour rien. Mais pour le coup, ce n'est pas le changement qui m'a le plus dérangé. Le changement qui m'a vraiment frustré, c'est celui qui concerne les potions de soins. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les autres jeux de From Software, le seul moyen de recharger vos potions de soins, c'est en vous reposant auprès d'un checkpoint. Mais dans Bloodborne, comme je l'ai dit, les checkpoints ne servent qu'à se téléporter au hub. Le seul moyen d'avoir à nouveau des potions de soins, c'est d'en acheter auprès du vendeur du hub, et en plus de ça, les prix des potions sont croissants. Donc, en plus de devoir volontairement couper le rythme du jeu pour aller farmer de l'argent pour améliorer notre personnage en tuant des monstres, vous allez aussi devoir le faire pour vos potions de soins. Et je déteste ce changement. Déjà que farmer de l'argent pour notre personne, c'est un des trucs les plus chiants dans les RPG et dans la vraie vie, si en plus de ça je dois le faire pour des potions de soins, ainsi qu'un autre item dont je reparlerai plus tard, c'est chiant. Ça rate du temps de jeu pour rien, et contrairement aux échecs face au boss, ce n'est pas de la bonne frustration. Je ne comprends pas la logique derrière ce changement, et je ne peux pas vous apporter de réponse. Mais trêve de ces deux changements casse-couilles, parlons du combat, et des mécaniques liées à ce dernier. Le combat dans Bloodborne reprend majoritairement les bases instaurées par Dark Souls. On est sur des combats de type dueliste, où il est préférable de laisser l'adversaire attaquer, puis riposter, ou d'esquiver, puis attaquer. Ou d'ailleurs devrais-je dire dasher, parce que dans Bloodborne, vous possédez un dash. Comme dans les autres jeux du studio, chaque action consomme de l'endurance, représentée par une barre verte en haut à gauche. Et il ne faut jamais sous-estimer un ennemi, car même ceux de base peuvent vous tuer sur une erreur d'inattention. Ou si vous n'avez plus d'endurance et que vous ne vous êtes pas éloigné pour en regagner. Mais comme dit plus tôt, Bloodborne possède aussi des mécaniques de combat uniques. La première mécanique unique à Bloodborne, c'est les deux formes des armes blanches. Dans Bloodborne, la majorité des armes blanches ont deux formes différentes. Par exemple, la hache, l'une des premières armes du jeu, est de base de taille moyenne et est faite pour se battre au corps à corps, mais si j'appuie sur la touche L1, la hache s'allonge et vos coups n'ont plus la même vitesse et portée que dans sa première forme. Et je ne saurais pas vraiment vous en dire plus à propos de cette mécanique. En fait, pour être franc avec vous, j'ai quasiment pas changé d'arme au cours du jeu, et n'ai que très peu utilisé cette mécanique. Alors non pas qu'elle soit mauvaise, au contraire, ça renouvelle plutôt bien le gameplay,
Mais je m'en suis pas trop servi, et d'ailleurs je l'ai même un peu oublié avant d'écrire cette vidéo. Contrairement aux deux autres mécaniques uniques. La deuxième mécanique, c'est qu'on peut regagner de la vie en frappant les ennemis. En fait, quand vous vous faites frapper par un ennemi, vous perdez de la vie comme dans n'importe quel jeu, mais ici vous avez une petite fenêtre de temps qui vous permet de récupérer des points de vie que vous avez perdus en frappant l'ennemi. Cette fenêtre de temps est représentée sur votre barre de vie par une barre à droite d'un trait blanc qui descend petit à petit. Tant que cette barre n'est pas entièrement descendue, vous pouvez regagner de la vie. Pour le coup, c'est une mécanique que j'aime beaucoup, car elle pousse le joueur à prendre un risque. Un risque qui peut s'avérer payant si on réussit, car on économise une potion de soin, mais comme dit, c'est un risque, et si on échoue, on est encore plus dans la merde. Et enfin, la dernière mécanique, c'est les armes à feu. Dans Bloodborne, vous possédez une arme blanche dans votre main droite, et une arme à feu dans votre main gauche. On possède 20 balles, et notre arme à feu sert surtout à étourdir l'ennemi. En fait, il y a certains ennemis ou certains boss que vous pouvez étourdir en leur tirant une balle au bon moment en appuyant sur L2. Quand l'ennemi est étourdi, vous pouvez dasher vers lui et lui mettre un coup viscéral en maintenant appuyé R1. Globalement, j'aime beaucoup la mécanique des armes à feu. Ça change des habituels boucliers et ça rend les combats plus nerveux. Et là aussi on prend le risque de gâcher une munition si on rate, ou à l'inverse, on peut faire de lourds dégâts à un ennemi. Cependant, j'ai deux petits reproches. Le premier, c'est que comme je l'ai dit, on possède 20 balles. Et le seul moyen de recharger son stock de balles, c'est en faisant la même chose que pour les potions de soin. Autrement dit, en racheter dans le hub, et comme les prix sont là aussi croissants, vous devrez aussi aller farmer de l'argent pour ça, parce que c'était pas assez pour nous-mêmes nos potions de soins. Est-ce que vous comprenez pourquoi ça me rend fou? Et le second reproche, c'est que, je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais le timing pour étourdir un ennemi est vraiment très court. Et des fois, il arrive qu'entre le moment où notre personnage tire et où la balle touche l'ennemi, que ce dernier ait déjà enclenché une attaque, et quand bien même celui-ci serait étourdi, son attaque nous touche quand même. Alors en soi ce n'est pas extrêmement grave, car comme dit on peut récupérer de la vie en frappant l'ennemi droit derrière, mais dans un jeu qui nous demande d'apprendre précisément les patterns d'un boss, ce genre d'imprécision ça la fout mal. D'ailleurs, en parlant des boss, je n'ai pas beaucoup de choses à dire à propos d'eux. Ils s'affrontent de la même manière que les ennemis de base, à la différence qu'ils ont plusieurs attaques complexes, et que ce sont d'ailleurs les boss de Bloodborne qui ont instauré le principe de deuxième phase à un boss chez From Software. Si on met à part les quelques soucis de caméra habituels chez From Software, globalement les boss sont bien faits. Ils ont des designs aussi magnifiques qu'hideux, et les combats contre eux sont nerveux, intenses et mémorables. Mes préférés étant certainement Ludwig, le père Gascogne, Lady Maria, et ce bon vieux Gehrman en tant que boss final. Et justement, en parlant de finalité, tout ça nous amène à la conclusion. Malgré quelques petits défauts, Bloodborne reste un excellent jeu. Avec une direction artistique et des musiques incroyables, un gameplay riche et des combats nerveux et intenses, sans oublier son ambiance et ses boss mémorables. Bien sûr, il y a des points que je n'ai pas abordés pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, et comme dit plus tôt, même si on n'aura probablement jamais de suite, au moins on aura eu Bloodborne. Et c'est déjà très bien.